les speakers. Bienvenue dans votre Hebdo Écho. Depuis 1 an, le Covid-19 bouleverse notre vie quotidienne. Il a aussi changé notre manière de travailler et de manager. Mais le développement soudain et contraint du télétravail a mis les organisations et le personnel à rude épreuve. Au final, à quoi va ressembler le monde du travail post-Covid et comment, évidemment, limiter les impacts négatifs? On va en débattre avec Marie Queneau, qui est consultante en accompagnement professionnel, dirigeante du cabinet Be Connected, et Jean-Paul Parot, qui est secrétaire régional de la CFDT. Alors Jean-Paul Parot, dans quel état aujourd'hui sont les salariés 1 an après cette crise sanitaire? D'une manière générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte anxiété. Anxiété bien sûr par rapport à la crise sanitaire, par rapport au risque sanitaire de contracter le Covid pendant son travail. Mais il y a aussi l'anxiété de perdre son emploi, puisque la situation économique est assez difficile dans le pays, et notamment aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette anxiété, elle est très forte et liée après à des conditions de travail qui ont été bousculées par rapport à ce qu'on a pu connaître avant la crise. Et il y a beaucoup de tensions aussi entre salariés et managers? Les tensions, elles sont plutôt liées sur les conditions de travail, sur comment suivre quand on est en télétravail, comment suivre l'activité. Et je dois dire que les managers n'ont pas été non plus formés à cette forme de travail distanciel. Et ça crée en effet quelques petites tensions au niveau du travail, quoi, en effet. Marie Queneau, on a beaucoup parlé des salariés, justement, de comment ils vivaient cette crise sanitaire, de voir au tout début justement gérer les enfants, le télétravail, découvrir du télétravail mais subi au final, parce qu'il y a eu tout un mythe au départ où on s'est dit le télétravail c'est bien, on peut concilier vie professionnelle et familiale. Mais aujourd'hui on sent aussi quand même qu'un certain nombre de managers sont à bout de souffle. Absolument. Les managers sont à bout de souffle parce qu'ils n'ont pas été accompagnés, comme on vient de le dire. Les managers ont besoin, plus encore que les salariés, d'être accompagnés, justement pour pouvoir accompagner de la meilleure façon qu'ils soient les salariés. Donc, pour cela, il y a effectivement besoin de les former sur la proximité avec leurs salariés, de les former sur la façon de travailler à distance, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, et sur la façon de les motiver pour travailler. Et c'est cela qui a énormément changé. C'est-à-dire que l'humain revient encore plus au centre du débat avec ce télétravail. On le voit, beaucoup de salariés justement sont en quête de sens. C'est ce qu'on disait auparavant, notamment des attentes des nouvelles générations, mais on voit que ça se généralise avec cette crise sanitaire à toutes les générations. Est-ce que vous percevez en fait beaucoup de reconversions professionnelles? Alors, de reconversion professionnelle, elles sont voulues. Après, elles ne sont pas forcément suivies. Parce que, comme on vient de le dire, les gens ont très peur de perdre leur emploi. C'est vrai que la période n'est pas forcément propice à retrouver un emploi actuellement. En revanche, c'est quelque chose qui fait très envie aux salariés. Et là, encore une fois, il faut accompagner les managers et les RH à proposer les bonnes choses en fonction des compétences des personnes. Jean-Paul Parot, on va devoir encore, ça a été annoncé par Emmanuel Macron, il y a un nouveau tour de vis. Qu'est-ce que ça va changer au final, cette crise sanitaire, sur la manière en fait de travailler et évidemment même de manager? Qu'est-ce que ça va changer dans les relations en fait au travail? Déjà, premièrement, on n'y voit pas très clair sur cette reprise d'activité. Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une activité dite normale et sortir de ces restrictions, hein. Je pense en particulier à tous ces champs professionnels comme l'hôtellerie, restauration, commerce qui, depuis pas mal de mois aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Dans le milieu... Théoriquement à l'été, Théoriquement jusqu'à l'été, mais bon, après, on n'a aucune garantie, donc ça crée aussi une forme d'anxiété. Après, une fois que le travail va reprendre de manière, on va dire, un peu plus normale, nos équipes syndicales à la CFDT sont quand même en attente auprès des entreprises de pouvoir discuter, organiser du dialogue social pour organiser du télétravail de manière plus pérenne, parce qu'on a vu les bons côtés de ce travail en distance, tout en tirant quand même quelques enseignements de cette crise sur le fait qu'il a fallu s'organiser un peu à la va-vite sur ce travail distanciel. Comment vous voyez la reprise, s'il y a une reprise normale par exemple en septembre?
Les salariés qui sont en télétravail, quand même pour la plupart, hein, quasiment depuis un an, qui vont devoir retrouver en fait le bureau, revenir quasi quotidiennement, mais en même temps, je pense qu'ils vont aussi demander un peu de télétravail. Comment vous voyez les choses et comment faire en sorte de limiter justement les tensions? Non, mais ce qu'on constate, et ça c'est les remontées de nos équipes syndicales, on constate quand même qu'il y a un ras-le-bol sur l'organisation en distanciel de manière 5 jours sur 5 et sur une longue période. Donc il y a une vraie attente de la part des salariés pour revenir et recréer du lien entre collègues avec les managers sur leur activité, etc. De façon à retrouver une vie sociale que certains ont un peu perdue du fait de l'éloignement des entreprises. Donc ça c'est une vraie attente. Et après, derrière, c'est comment on peut mieux organiser le télétravail de façon pérenne sur 1 ou 2 journées par semaine, tout en maintenant donc l'activité en présentiel. Marie Queneau, on parlait beaucoup de bien-être au travail au début des années 2000. C'est des notions en fait qui étaient assez présentes dans les débats, hein, sur les questions de management. Ça a été un peu oublié par la suite. Là, ça va revenir justement avec cette crise sanitaire, avec justement ces attentes en termes de conciliation de la vie professionnelle et familiale. Vous sentez que ça va revenir au premier plan? Alors, c'est plus que le ressentir, c'est constater. C'est-à-dire qu'au niveau de notre cabinet, on intervient surtout en exécution de la stratégie. Et là, ça fait 1 an et demi, donc même avant la Covid, qu'on est consulté uniquement sur l'accompagnement du capital humain et particulièrement sur le bien-être au travail. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est que le bien-être au travail, notamment dans notre pays, a longtemps été un peu mal compris. Euh, on a Perçu comme le monde de bisounours, c'est quelque chose Absolument, d'utopiste. absolument. Le monde des bisounours, le baby-foot, le massage, les paniers de fruits, qui sont certes importants, mais qui ne sont absolument pas l'essentiel. L'essentiel, si vous avez un manager qui ne comprend pas ce que vous faites, qui n'est pas en interaction avec vous et qui ne vous suit pas et qui ne vous encourage pas, ça ne sert à rien. Donc, on va dire que le bien-être au travail s'est professionnalisé beaucoup en France. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est systématiquement demandé dans les entreprises du CAC 40 et dans les petites entreprises. C'est quelque chose qui atteint toutes les sphères de l'entreprise, sauf qu'on ne sait pas comment faire. Parce que justement, pendant trop longtemps, on s'est attardé sur des choses qui étaient accessoires, je dirais. Un peu gadget, oui. Absolument. C'est ce que j'allais vous demander concrètement, comment on met ça en œuvre pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent et par rapport aussi aux attentes évidemment aujourd'hui des salariés qui veulent autre chose qu'un baby-foot à l'entrée de l'entreprise. Alors, on pourrait prendre un cadre assez partagé, assez connu. C'est le cadre PERC qui est enseigné à l'université de Berkeley, qui a fait du bien-être au travail une science, hein, avec des neuroscientifiques, avec des experts du comportement, des sciences comportementales. Et ce qu'il en ressort, on a vraiment 4 sphères, hein. On a la sphère, donc c'est un acronyme qui s'appelle PERC. Donc le P, c'est pour purpose, c'est la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Et on ne sait pas où on va. Aucun de nous trois, on ne sait pas où on va, hein. Alors peut-être notre président a quelques clés, mais nous, on ne sait pas. Dans l'entreprise, les gens ont besoin de savoir, pas dans l'absolu, mais qu'est-ce qui ne va pas changer. À défaut, qu'est-ce qui ne changera pas? Donc la vision de l'entreprise, le dessin EIN, pour nous Français, qui ne change pas. Donc ça, on a besoin d'être fort là-dessus. Et on a besoin de le décliner dans les équipes. C'est-à-dire que dans une entreprise de 110 000 personnes, si on descend pour les gens de la régie, par exemple, ça ne veut pas dire la même chose que pour les gens du comité de direction. Ça, c'est important. Ça, c'est très important pour les gens. Ensuite, le E de l'acronyme, c'est l'engagement. Ça veut dire, c'est la même en anglais qu'en français, donc ça, c'est pratique. L'engagement, c'est comment on fait, parce que les individus sont importants, comment on fait pour être proche d'eux et pour comprendre comment en équipe on fonctionne ensemble, justement pour participer à cette vision. Ce qui va être très important à la rentrée. Absolument. Avec Absolument. le retour en présentiel. Tout à fait. Il faut donner aux gens envie de retourner au travail. C'est qu'est-ce que j'y gagne par rapport à être chez moi, au-delà des relations sociales qui sont évidemment essentielles. Ensuite, la résilience. On a tous des réalités extrêmement contrastées. Entre une maman solo qui a 4 enfants à charge et une personne qui a éventuellement des gens pour l'aider à la maison et qui a son bureau isolé, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a aussi des personnes qui souffrent d'isolement et là, il faut que les managers puissent le savoir, ils puissent agir et puissent aider là-dessus. Et enfin, la dernière partie, évidemment, le K, c'est pour kindness, c'est la gentillesse. C'est, encore une fois, nous on parle en France de bienveillance. La bienveillance a été longtemps malmenée, hein, c'est un terme qui était mal compris.
La vraie bienveillance, c'est l'authenticité, c'est la proximité avec les gens. C'est je connais mon collègue. En tant que manager, je connais mon collègue en tant que collaborateur. Et donc, je m'intéresse à lui et j'ai des relations authentiques avec lui. Et je l'aide en cas de difficulté et il m'aide en cas de difficulté. Et là, on a un contrat effectivement qui fonctionne. Donc ça, c'est quelques pistes qu'on peut exploiter, évidemment. Jean-Paul Parot, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos préconisations, vos solutions au niveau de la CFDT, justement, pour limiter les tensions et pour éviter, on le voit bien, la société est à cran, donc pour éviter trop de tensions dans les organisations et de faire en sorte qu'on retrouve à la fois du bien-être dans les entreprises, mais aussi de la croissance, parce que bien évidemment, c'est ça qui va générer de l'emploi derrière. Et les chaînes d'entreprise vont vouloir repartir, entre guillemets, à fond. Donc il va falloir que les salariés suivent aussi derrière et que tout le monde soit dans le même bateau, ce qui ne va pas être simple. Non, mais il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, et c'est ce qu'on préconise, que ce soit pendant une crise, avant une crise ou après, c'est le dialogue social en entreprise est très important. C'est-à-dire, premièrement, c'est que chaque employeur doit discuter en amont de toute décision avec ses représentants du personnel pour organiser le travail et que ça se passe dans de bonnes conditions. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit. C'est important qu'il y ait une vision de l'activité, se connaître, un lien entre collègues, etc. Après, ça dépend des tailles des entreprises, bien entendu. Vous prenez l'exemple de grands groupes, mais en Nouvelle-Aquitaine, on a plutôt des petites entreprises et TPE, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais malgré tout, on le préconise. On a énormément d'équipes syndicales qui sont formées pour ça dans nos entreprises pour pouvoir organiser ce dialogue social. On parlait tout à l'heure du télétravail. On en discutait pendant la pause tout à l'heure. Il y a un accord national qui a été signé par la CFDT sur le télétravail en novembre 2020, justement. Et l'objectif, c'est comment on décline cet accord entreprise par entreprise, parce qu'on a vu donc l'importance qu'a pris le télétravail aujourd'hui, de façon à permettre à chacun de pouvoir trouver sa place dans l'entreprise, dans sa fonction, bien connaître les missions que chacun doit avoir aussi une vision sur sa charge d'activité, parce que le problème souvent du bien-être au travail, c'est comment on garantit une charge de travail qui peut être acceptable salarié par salarié. Et tout ça, ça peut être décliné dans un accord pour bien identifier les postes qui sont télétravail, bien identifier ceux qui ne le sont pas, et de façon à organiser une cohérence dans l'entreprise. Et ça veut dire aussi mettre des moyens dédiés humains et financiers, justement, sur ces questions de bien-être au travail. Bien sûr. Alors, les premiers moyens, c'est des moyens matériels, bien entendu. C'est aussi la formation. On en parlait tout à l'heure avec les managers. C'est pas facile de manager à distance. Et donc, c'est comment on fait du lien entre salariés. Donc, tout ça, c'est décliné dans l'accord national. Et l'objectif, c'est comment cet accord-là peut être décliné donc, dans les entreprises. Marie Queneau, qu'est-ce qui va rester au final de l'avant-Covid, de l'après-Covid pour le monde du travail ? Je pense que l'humain va être davantage au centre. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup dit. Je pense qu'on l'a tous beaucoup entendu. Il faut remettre l'humain au centre. C'est très à la mode. Mais sauf que là, il va falloir le faire concrètement. Oui, parce que sinon, la croissance dans l'entreprise n'y sera pas non plus. C'est ça aussi qui va se passer derrière. Ce qui a changé, c'est qu'on a compris que les gens n'étaient pas forcément si remplaçables que ça. On a tous entendu cette expression nul n'est irremplaçable à chaque fois. On dit ça pour se consoler. On est en train de comprendre que c'est faux. C'est-à-dire que oui, on peut changer les gens, oui, on peut les remplacer ou pas d'ailleurs. Sauf que derrière, oui, ça change tout. Si on vous enlève un de vos organes vitaux, derrière, vous allez vivre, mais pas pareil. Donc on est en train de comprendre à quel point les gens sont importants. Et personnellement, je m'en réjouis. Parce que notre pays ira bien mieux avec ça. Jean-Paul Parot, un mot là-dessus aussi, justement, vous, sur l'avant, l'après. Est-ce que d'ailleurs vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes plutôt inquiet ? Oui, mais soyons optimistes. Moi, je suis convaincu de toute façon qu'il y aura un rebond économique une fois que l'activité va pouvoir reprendre. Mais au-delà de ça, c'est aussi, et c'est ce qu'on travaille au niveau de la CFDT, c'est comment on se prépare aussi à l'évolution des métiers. On voit qu'on peut citer l'aéronautique ou d'autres champs professionnels comme ça, mais on voit qu'il y a des métiers qui vont être en difficulté, qui vont avoir du mal à sortir indemnes de cette crise. Donc nous, c'est comment on met des dispositifs en place pour permettre aux salariés qui travaillent dans ces métiers-là de pouvoir anticiper une reconversion. Et il y a des dispositifs qui existent, qui ont été négociés avec le gouvernement, qui sont aujourd'hui mis sur la table. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a Transco, qui est transition collective,
collectives qui sont une vraie dynamique dans nos territoires. Il y a 16 projets qui sont aujourd'hui en place sur l'ensemble de nos territoires. C'est justement permettre aux entreprises d'identifier les métiers qui sont en difficulté à cause de la crise ou pas à cause de la crise, mais tous ces métiers-là, identifions ces métiers qui sont en difficulté et proposons aux salariés qui travaillent dans ces métiers-là de pouvoir, par la formation professionnelle, de pouvoir se reconvertir sur des métiers par contre porteurs. Et c'est ça l'innovation, c'est pas de la formation pour de la formation, c'est comment on identifie les métiers de demain et comment on permet aux salariés d'accéder à ces métiers. Merci à tous les deux. Vous voyez, il y a des sources d'espoir justement pour demain. À très vite sur TV7.